Bonsoir à tous. Lors de notre dernière rencontre, je vous ai parlé de la sortie ou des sorties d'Afrique de l'homme moderne, de la version moderne de l'Homo sapiens. Et vous avez vu que ces hommes modernes anciens ont commencé par s'installer au Proche-Orient, probablement depuis assez longtemps dans la péninsule arabique, et puis ensuite peut-être dans le sud de l'Asie de façon assez ancienne aussi. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui se passe au moment de l'arrivée de ces hommes modernes dans des régions où vivent des groupes archaïques comme les hommes de Néandertal ou les Denisoviens. Alors on va parler assez peu des Denisoviens et je vais vous parler surtout du Proche-Orient et de l'Europe parce qu'en fait c'est la seule région du monde dans laquelle on sait à peu près ce qui s'est passé. Ailleurs, on sait qu'avant, il n'y avait pas d'hommes modernes et après, il y en avait. Mais au moment du remplacement, on ne sait pas trop. Il y aura dans mon cours un petit peu de paléogénétique, mais après moi, mon collègue, le docteur Matthias Meyer, va vous parler beaucoup plus en détail de l'aspect génétique des choses. Et vous allez avoir la chance d'entendre un des chercheurs qui ont réellement permis ces avancées. Et puis je vous parlerai aussi de paléontologie humaine, bien sûr, mais pas mal de préhistoire, d'archéologie aujourd'hui, parce que c'est un aspect important de la compréhension de ce phénomène de remplacement. Alors surtout, ce que je voudrais mettre en évidence aujourd'hui, c'est le fait que ce remplacement, eh bien, ça n'est pas un simple remplacement, justement. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un remplacement avec des fuites, comme on l'a parfois dit. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu quand même d'assimilation des populations archaïques par ces hommes modernes qui arrivent. Et puis surtout, ça n'est pas un processus simple. Il y a probablement plusieurs vagues de peuplement qui connaissent des fortunes diverses, et puis des interactions aussi avec les populations locales. Ce cours, en fait, va se prolonger un petit peu la semaine prochaine, puisqu'on parlera la semaine prochaine des hommes modernes du Paléolithique supérieur d'Europe. Et c'est difficile, évidemment, de placer une limite tranchée entre l'arrivée et la suite de l'arrivée. Donc juste pour vous rafraîchir un petit peu les idées, je vous montre à nouveau ce schéma qu'on a déjà discuté assez souvent. Donc nous avons un groupe eurasiatique qui est composé des Néandertaliens et d'un groupe frère asiatique, les Denisoviens. Et puis ce groupe qui évolue, cet ensemble qui évolue en Europe depuis probablement au moins 500 000 ans et probablement plus, eh bien, il a son pendant en Afrique qui est l'Homo sapiens, et les formes tardives d'Homo sapiens, on les appelle des hommes modernes parce qu'ils nous ressemblent beaucoup sur le plan anatomique et en partie sur le plan comportemental. Et vous voyez que pendant ce temps-là, il y a encore d'autres groupes plus archaïques qui survivent, et en particulier des formes très tardives d'Homo erectus, dont on connaît des formes naines dans les îles indonésiennes, en tout cas dans une île indonésienne. Et toutes ces branches de l'arbre de l'évolution humaine, vous voyez, sont des branches qui s'arrêtent quelque part autour de 40 000, 50 000, et il y en a une seule qui est parvenue jusqu'à aujourd'hui, c'est la nôtre. Donc c'est cette période qui va nous intéresser, la période d'extinction de tous ces groupes et puis d'essor de ces hommes dits modernes. C'est une période qui est extrêmement tourmentée au point de vue environnemental, au point de vue climatique. On a déjà parlé assez souvent de ces grandes oscillations climatiques avec des interglaciaires comme le stade isotopique 5, qui est, je vous le rappelle, la période pendant laquelle probablement des hommes modernes arrivent déjà au Proche-Orient, vers 130 000, 125 000 ans.
dans une période chaude, plus chaude encore que la période actuelle. Et puis on va aller au cours du stade 5 vers des climats de plus en plus frais pour arriver dans un stade isotopique qu'on appelle le stade isotopique 4. Donc les chiffres pairs sont des chiffres froids et les chiffres impairs sont des chiffres tempérés, on va dire. Et donc ce stade isotopique 4, c'est un premier pic de froid très important, enfin pas un premier, c'est un pic de froid très important dans les moyennes latitudes. C'est l'époque de l'homme de Néandertal dans nos régions. Et vous voyez qu'ensuite, avant le dernier interglaciaire, qui culmine vers 18 000, 20 000 ans avant le présent, eh bien, on a un stade isotopique intermédiaire qui est le stade isotopique 3. Alors 3, ça devrait être plutôt chaud. En fait, vous voyez, ce n'est pas si chaud que ça. Le présent est ici. Le stade isotopique 5, du moins son début, est là. Et vous voyez qu'on est très très loin des températures actuelles. Donc on est dans des environnements frais et surtout dans des environnements qui sont très instables sur le plan climatique. Cette courbe-là, c'est une courbe qui nous est donnée par les rapports de l'isotope 18 et de l'isotope 16 de l'oxygène dans des carbonates qui viennent des fonds marins. Cette courbe-là, elle a été établie dans le nord de l'Atlantique. Ces carbonates dans les fonds marins, enfin, sont des coquilles de micro-organismes, hein, sont quand même un petit peu perturbés par des animaux qui fouissent le fond. Et on a, disons, une vision assez grossière parfois de ces fluctuations climatiques quand on regarde ces isotopes. Alors on a une image beaucoup plus précise quand on regarde ces mêmes isotopes, non pas dans des dépôts marins, mais cette fois-ci dans des dépôts glaciaires. Et là, ici à droite, ce que vous avez, c'est la même variation de ces mêmes isotopes, mais dans de la glace qui provient de carottes faites au Groenland. On en a fait en Antarctique, on en a fait au Groenland. Et dans ces accumulations de glace, eh bien, il y a la neige qui est tombée chaque hiver depuis des centaines de milliers d'années. Et on arrive à lire très très bien, avec une très très grande résolution chronologique, cet empilement de feuillets de glace. Et vous voyez que, évidemment, l'allure générale de la courbe est la même, c'est-à-dire qu'on a ici un réchauffement pendant le stade isotopique 5e, donc le dernier interglaciaire, et puis on va vers le froid du stade isotopique 4 avec des paliers, et puis la dernière grande glaciation qui est le stade isotopique 2. Mais pendant ce stade 3, qui est la période pendant laquelle tous les événements qui nous intéressent se produisent, vous voyez que la courbe fait quand même des bonds assez remarquables et on a une période d'une très très grande instabilité climatique. On y reviendra parce que certainement que cette instabilité climatique a joué un rôle dans la modulation de ces mouvements de population, et aussi de leur fluctuation démographique. Je vous ai dit à l'instant que ce remplacement, c'était un remplacement complexe, qui ne se faisait pas de façon rapide et instantanée. Et juste pour vous rafraîchir les idées, vous vous souvenez qu'on a parlé déjà de la présence non seulement d'hommes modernes au Proche-Orient depuis environ 130 000 ans, mais aussi en passant d'hommes de Néandertal qui étaient aussi dans les mêmes régions à des périodes un peu différentes. Pour ceux qui ont suivi le cours l'année dernière, eh bien, vous vous souvenez certainement qu'en fait, après l'arrivée des premiers hommes modernes au Proche-Orient il y a environ 130-120 000 ans, hommes modernes qui persistent dans cette région du Levant, donc disons le sud du Levant, hein, puisqu'on les a trouvés uniquement en Israël pour l'instant, eh bien, ces hommes qui vont occuper cette région jusque probablement aux alentours de 90 000 ou 80 000 ans avant le présent, vont être ensuite à nouveau remplacés par des hommes de Néandertal.
hein. Et on a dans cette région, à Kebara, à Taboun, à Hamoud, des hommes de Néandertal qu'on trouve dans la fenêtre de temps, disons entre 80 000 ans et 50, 60 000 ans. Et donc, vous voyez que c'est pas cette expansion des hommes modernes, ce n'est pas un mouvement irrésistible, hein, surtout à ce stade-là, avec des technologies qui sont probablement assez proches chez les Néandertaliens et chez les hommes modernes. Donc, arrivée des hommes modernes, retrait des hommes modernes, retour des Néandertaliens, et puis nouveau démarrage, si je peux dire, des hommes modernes aux alentours probablement de 50 000 ou 60 000 ans de ces régions. Alors le remplacement, c'est aussi un remplacement complexe. Pourquoi? Eh bien, à cause des interactions entre les populations archaïques qui sont là, néandertaliens, dénisoviens en Asie, et puis ces hommes modernes qui arrivent. Et ces interactions, on les connaît assez bien maintenant grâce à la paléogénétique. Et ce que la paléogénétique nous dit, c'est que même si on a à l'échelle, j'allais dire, des temps géologiques, un remplacement de groupes archaïques locaux par ces hommes modernes, eh bien, il y a quand même des flux géniques qui se sont développés pratiquement entre toutes ces branches, hein, entre hommes modernes et néandertaliens, dans la direction néandertalien, hommes modernes néandertaliens, hein, ici, et puis aussi dans l'autre sens, plus tard, entre les néandertaliens et les hommes modernes. On a aussi des échanges entre dénisoviens et néandertaliens, entre dénisoviens et hommes modernes. Alors même si ces échanges de gènes entre toutes ces branches sont des échanges assez limités, vous voyez que les pourcentages de génomes archaïques représentés dans le génome moderne de différentes populations restent quand même assez faibles, hein. Ce sont des proportions de l'ordre des décimales de pourcents ou quelques pourcents. Eh bien, quand même, ça nous donne une image un petit peu plus compliquée que le simple arrivée des hommes modernes remplaçant les néandertaliens. Ce mélange, cette hybridation, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, en particulier en Europe. Pourquoi? Bien parce qu'on a plus de matériel fossile, et puis aussi parce qu'on a des dates assez bonnes pour des gisements archéologiques et aussi pour des restes d'hommes fossiles. Alors ça, c'est une figure qui est tirée d'une étude très, très récente, hein, de 2016, dans laquelle on voit dans différents individus du Paléolithique supérieur, donc des individus modernes qui datent entre, disons, 45 000 ans et puis aujourd'hui, le pourcentage d'ADN néandertalien qu'on a pu détecter dans ces différents individus. Alors, je mets un petit peu à part cet individu de Oasé. Je vais vous montrer cette mandibule tout à l'heure en photo. C'est un individu qu'on a eu la chance, si je peux dire, d'attraper quelques générations après l'hybridation de son grand-grand-grand-père ou grand-grand-grand-mère avec un ou une néandertalienne. Donc lui, il a un taux d'ADN néandertalien assez élevé, mais disons quand on considère des individus qui, eux, sont à l'équilibre, si je peux dire, dans leur population après que cette hybridation se soit produite, vous voyez qu'on démarre vers 40 000 ans autour de 4 ou 5% du génome, et puis ça va se réduire au cours du temps parce qu'il y a une sélection naturelle contre cette partie du génome qui n'est pas si favorable que ça. Et puis on arrive aujourd'hui à des taux d'ADN néandertalien chez les Européens actuels un petit peu en dessous de 2%, avec une variation d'un individu à l'autre. Il y a certains d'entre nous sont plus néandertaliens que les autres. Vous en êtes aperçu probablement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, à la fois à cause de j'allais dire, du hasard des rencontres
à l'origine et des individus qui ont été impliqués là-dedans, et puis de cette sélection contre une partie du génome néandertalien, eh bien, ces 2% à peu près d'ADN néandertalien, on les trouve dispersés dans le génome des Européens actuels, un petit peu n'importe où, hein, ça dépend encore une fois des individus. Si on mettait bout à bout tous les 2% de tout le monde, eh bien, on arriverait à quelque chose peut-être entre 20 et 40% du génome des Néandertaliens. Hein. Mais personne n'a tout ça. Hein. Ce qui est très important aussi, c'est de voir que dans ce génome, ces parties blanches là que vous voyez, ce qui est représenté ici, ce sont les chromosomes. Hein. Ces parties blanches correspondent à des déserts d'ADN néandertalien. Il y a des parties du génome où il n'y a pas du tout d'ADN néandertalien. Ça peut être lié soit à la chance, enfin plutôt au hasard, encore une fois, de ces premières hybridations, mais aussi à ces phénomènes de sélection dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a une sélection contre une partie du génome néandertalien, il y a aussi une sélection positive pour certaines parties, des parties assez modestes. Dans cette étude qui date de 2014, on a, vous voyez apparaître quelques gènes qui sont des gènes qui ont une fréquence élevée, soit chez les Européens ici en ordonnée, soit chez les Asiatiques en abscisse. Et donc ça, ce sont des gènes qui sont hérités de formes archaïques, néandertaliens ou dénisoviens. Et comme ce sont des gènes qui ont une fréquence très élevée, eh bien, on sait qu'ils ont été sélectionnés positivement, donc ils ont été favorisés par la sélection et ils apportent un bénéfice aux individus qui les portent. Enfin, vous voyez que c'est quand même très très peu de gènes par rapport à l'ensemble du génome. Vous savez qu'on a beaucoup discuté, savoir combien de gènes codants il y avait dans le génome humain. Alors on est parti de très loin. Hein. Je crois qu'il y a eu pas mal d'années de ça, on avait imaginé quelque chose comme 2 millions de gènes dans le génome humain. Quand on a séquencé le génome humain, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça, que c'était beaucoup moins. On avait à peine plus de gènes que n'importe quelle plante qu'il y a autour de nous. Et aujourd'hui, on estime que le nombre de gènes qui codent pour des protéines dans le génome humain, c'est quelque chose de l'ordre de 20 000 à peu près. Et ça représente à peu près 1,5% de tout l'ADN qu'il y a dans nos chromosomes. Et alors, dans ces 1,5% d'ADN qui codent des protéines, dans ces 20 000 gènes, eh bien, si on cherche des gènes qui viennent des Néandertaliens, on en trouve, mais enfin, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. On parle de quelque chose comme 2 douzaines ou 3 douzaines de gènes. Sur 20 000, ça fait quand même pas beaucoup. Et ces gènes sont des gènes qu'on va trouver représentés dans certaines populations localement. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces gènes ont procuré aux ancêtres de ces populations un avantage local lié à l'environnement local. Et à ma connaissance, aucun de ces gènes ne se trouve chez tous les hommes modernes, disons en dehors d'Afrique par exemple. Alors, ce sont souvent des gènes qui sont liés, comme je vous l'ai dit, à des conditions locales. Vous voyez, un gène dénisovien qu'on trouve chez certains Asiatiques, des Tibétains, parce que ça leur donne un avantage pour s'adapter à un environnement où il y a un taux d'oxygène plus faible, des gènes qui correspondent à une adaptation aux rayons ultraviolets, des gènes qui sont liés à la qualité, si je peux dire, de la peau, à sa couleur, au fait qu'on ait des taches de rousseur ou pas. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même assez cosmétique, si je peux dire. Et puis, il y a une famille de gènes qui sont les gènes, et cela, vous en avez entendu parler quand Luis Quintana Murci est venu ici,
les gènes qui sont liés à l'immunité, c'est une famille de gènes où là, on va trouver une plus grande proportion de gènes archaïques. Pourquoi? Eh bien, parce que ces gènes liés à l'immunité, eh bien, sont des gènes qui ont un pouvoir sélectif grand dans un environnement déterminé, puisqu'ils correspondent souvent à des pathogènes locaux. Alors, une dernière chose qui est intéressante à propos de ce génome néandertalien présent dans le génome des hommes modernes, et en particulier en ce qui concerne non pas la présence, mais plutôt l'absence, les déserts d'ADN néandertalien, il y a un désert qui est assez intéressant, c'est le chromosome X, sur lequel on a beaucoup moins de matériel néandertalien que ce que l'on trouve sur les autosomes, sur les autres chromosomes, ceux qui ne sont pas des chromosomes sexuels. Et cela, c'est quelque chose qu'on observe quand on a un des deux sexes, en l'occurrence le sexe masculin, qui a une fécondité réduite. Et c'est confirmé par le fait que quand on regarde comment sont représentés les gènes dans les néandertaliens, dans les gènes qui s'expriment dans différents organes du corps, eh bien, on trouve un organe qui s'appelle testes en anglais, mais je pense qu'en français, vous savez ce que ça peut être. Donc, il s'agit des testicules. Eh bien, dans les testicules, il y a très peu de gènes néandertaliens qui s'expriment. Et là encore, ça correspond à une situation où les mâles hybrides ont transmis peu de matériel génétique à leur descendance. Alors, ça a été expliqué de deux façons, soit par une stérilité partielle des mâles, soit par des phénomènes qui peuvent être des phénomènes démographiques, voire des comportements sociaux qui réduisent l'accès, si je peux dire, à la reproduction des hybrides mâles, mais pas des femelles. Voilà ce que je voulais vous dire sur la paléogénétique, mais vous allez en entendre beaucoup plus ensuite. Venons-en maintenant à l'aspect archéologique. Alors pourquoi l'aspect archéologique est important? Bien parce que vous allez voir qu'on a une image sur le plan archéologique, sur le plan culturel, qui est une image complexe de cette transition, de ce remplacement. Et malheureusement, très souvent, on n'a pas de restes humains qui permettent, dans le fond, d'identifier les auteurs de ces différentes unités archéologiques qu'on trouve dans toute une série de gisements. Et donc, on utilise beaucoup de proxys, comme on dit, archéologiques pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il est important de comprendre d'abord que ce changement biologique majeur, le remplacement des Néandertaliens en Europe par des hommes modernes, c'est aussi un changement culturel, comportemental absolument énorme. C'est probablement la chose la plus importante qui est arrivée dans toute la préhistoire pléistocène, disons avant le néolithique. Donc, dans l'évolution humaine dans nos régions, il s'est passé deux choses. Ça a été le remplacement des formes archaïques par les hommes modernes, et puis ensuite, ça a été l'arrivée de l'agriculture. Donc là, on a affaire à ce premier changement, et on en reparlera dans la suite des cours, mais il se passe des choses extraordinaires sur le plan technologique, sur le plan comportemental, surtout sur le plan social. Et ça, c'est quelque chose qui nous échappe en grande partie, mais on le voit notamment à travers la production alors on appelle ça des objets d'art, mais ce sont des objets qui ont une signification symbolique, qui sont liés à des croyances, à des mythologies. Des instruments de musique, l'art rupestre, bon, vous voyez, ce n'est pas la peine que j'élabore beaucoup là-dessus, c'est un monde qui est totalement différent du monde des Néandertaliens. Et puis alors, sur le plan technologique, il se passe aussi des tas de choses, avec en particulier le développement de l'utilisation des matières dures animales, et singulièrement pour fabriquer des armes de jet
pour tuer à grande distance. Ça va être une grande affaire de cette transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur, c'est que les hommes vont mettre au point des armes de chasse de plus en plus performantes, et notamment des armes qui permettent de tuer à grande distance. Les Néandertaliens, leurs ancêtres, avaient des lances, alors avec parfois en manche avec des pointes de pierre, parfois c'était de simples épieux en bois. Ça peut être parfois lancé à une certaine distance, mais ça n'a rien à voir avec une flèche ou une sagaie qui est propulsée avec un système du genre propulseur, fronde, choses comme ça. Et donc, cette coupure majeure dans le paléolithique d'Europe, c'est quelque chose qui intéresse depuis très longtemps, évidemment, les préhistoriens. Et il faut comprendre que cette division majeure entre ce qu'on appelle le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur, encore une fois, c'est une division qui est beaucoup plus nette et beaucoup plus claire que la division, par exemple, que l'on a parfois voulu faire entre un paléolithique moyen et un paléolithique inférieur. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de cette transition? Vous allez voir que c'est spectaculaire, mais en même temps, ce n'est pas très simple. Alors, on a localement, dans beaucoup de gisements en Europe, du paléolithique moyen tardif, des choses qui ont 45 000 ans, 50 000 ans. Donc, ce sont des moustériens de divers types. En particulier, en Europe occidentale, il y a un moustérien qu'on appelle le moustérien de tradition acheuléenne. Il y a aussi un moustérien discoïde à denticulé qu'on trouve parfois au-dessus de ce moustérien de tradition acheuléenne. Et puis, plus à l'est, en Allemagne, en Europe centrale, on a des industries qu'on appelle mycokiennes qui continuent à persister. En stratigraphie, au-dessus de cela, on a notre paléolithique supérieur. Et ce paléolithique supérieur, depuis longtemps, on y a reconnu une industrie qu'on appelle l'Aurignacien, qui a longtemps et qui est souvent encore regardée comme la première industrie du paléolithique supérieur dans nos régions. Soit dit en passant, pour beaucoup d'auteurs, cet Aurignacien, c'est vraiment le marqueur de l'arrivée des hommes modernes dans nos régions. Alors en fait, les choses se compliquent un petit peu parce qu'on trouve entre les deux, dans pas mal de stratigraphies, des industries qu'on appelle industries de transition. Alors pourquoi on les appelle de transition? Parce qu'on ne sait pas trop où les mettre, s'il est rattaché à ce paléolithique moyen ou s'il est rattaché au paléolithique supérieur, parce qu'en fait, elles comportent des assemblages d'outils, d'armes, qui à la fois ont des réminiscences du paléolithique moyen, et puis en même temps des innovations qui sont clairement ce que l'on s'attend à trouver dans le paléolithique supérieur. Alors on a parfois cru avoir affaire, et c'était vrai, à des mélanges d'industries dans certains sites, mais ce n'est pas toujours le cas, et on a vraiment de vraies industries qui ont leur caractère propre. Alors j'en ai listé quelques-unes ici, on va les revoir plus en détail tout à l'heure. Châtel-Péronnien, Uluzien, quelque chose qui a un nom absolument terrible, Lincombien, Ranicien, Germanovicien. En fait, ces trois industries qu'on a rassemblées en une. Entre nous, on parle de LRJ, ça va plus vite, Zélétien en Europe de l'Est. Et puis on a depuis quelques années séparé au sein de ces industries dites de transition quelque chose qu'on appelle le paléolithique supérieur initial. Alors pourquoi on les a séparés? Bien parce que ce paléolithique supérieur initial, qui au départ était considéré aussi comme une industrie de transition, d'abord il a beaucoup de caractères qui le lient au paléolithique supérieur, et puis surtout la grande différence avec les industries de transition, c'est que ces industries de transition, souvent, elles paraissent enracinées dans les paléolithiques moyens locaux. Et en tout cas pour l'Europe, ça n'est pas le cas pour ce paléolithique supérieur initial qui apparaît comme quelque chose vraiment d'intrusif. Alors, cela étant dit, il y a quand même une frontière, je dirais, assez floue entre les deux, hein,
Et voilà par exemple un exemple, le bohunicien de Moravie. Eh bien, ce bohunicien, il a été parfois considéré comme industrie de transition, parfois et de plus en plus aujourd'hui comme paléolithique supérieur initial. Alors, on y a produit des lames, mais en même temps, ces lames, parfois, elles ont une typologie qui rappelle beaucoup le débitage levallois, qui était quelque chose qu'on a vu fleurir dans le Middle Stone Age et dans le paléolithique supérieur, et dans le paléolithique moyen d'Europe, excusez-moi. On a des outils franchement de type paléolithique supérieur, avec des grattoirs, des burins, des choses comme ça. Et puis on a en même temps des objets bifaciaux, foliacés, qui rappellent ce qu'on trouve dans le Micoquien d'Europe centrale, mais qui rappellent aussi ce qu'on trouve dans certains Middle Stone Age, vous vous souvenez de ça, africains. Alors, regardons d'un peu plus près ce paléolithique supérieur initial. Voilà à nouveau une planche avec des industries bohuniciennes, donc d'Europe centrale. Alors, ce bohunicien, il a une distribution géographique assez limitée. En fait, on le trouve essentiellement en République tchèque, en Moravie, un petit peu autour. C'est assez limité dans l'espace, mais il est, par ses caractères, il rappelle des choses qui sont trouvées plus à l'est. Et le plus à l'est qu'on puisse aller pour trouver quelque chose qui ressemble au bohunicien, eh bien, à nouveau, c'est au Proche-Orient, et notamment dans le désert du Negev, où on a un site très connu qui s'appelle Boker Tartit. Ce site de Boker Tartit a été fouillé il y a pas mal d'années par le monsieur qui était là la semaine dernière, professeur Anthony Marx. Et on a dans ce site de Boker Tartit quelque chose qui ressemble à une transition entre un paléolithique moyen local, inspiré avec une inspiration levallois assez forte, vers un débitage laminaire, volumétrique, alors au début avec un débitage bipolaire, avec des talons facettés, et puis de plus en plus vers quelque chose qui va ressembler à ce que l'on va trouver un peu partout dans le paléolithique supérieur. Et donc Tony Marx et d'autres voient vraiment dans cette émergence au Proche-Orient de ce paléolithique supérieur initial, eh bien, l'arrivée, le développement de ces populations modernes qui vont se répandre vers l'ouest et vers l'est pour donner des choses comme le bohunicien en République tchèque. Alors, au point de vue datation, Boker Tartit, c'est très mal daté pour l'instant. Enfin, il y a des dates qui existent qui ne sont pas encore publiées, mais les dates qui sont publiées, elles sont autour de 50 000 avec des incertitudes énormes. On a d'autres sites en Israël et dans la région que l'on rattache à un ensemble qu'on appelle l'émirien et dans lequel on retrouve un peu toujours les mêmes caractéristiques. Pour ce qui est du bohunicien, les dates les plus anciennes qu'on a pour le bohunicien ont été obtenues par thermoluminescence autour de 48 000. Donc vous voyez, on est assez loin dans le passé. Et on a entre Boker Tartit ici dans le Negev et puis le bohunicien de la région de Brno, eh bien, toute une série de sites et d'industries où on va trouver un peu toujours le même genre de débitage avec ces lames ou ces éclats très allongés qui typologiquement ressemblent un peu à des pointes levallois, mais qui se dirigent de plus en plus vers un débitage laminaire volumétrique de type paléolithique supérieur. J'attire votre attention sur le fait que dans certains de ces gisements, en particulier celui-ci, là, Uçazli, en Turquie, à la frontière de la Syrie, eh bien, on a des objets de parure en coquillage qui rappellent un petit peu ce que je vous ai montré déjà plusieurs fois en Afrique, et puis aussi avec les hommes modernes, les premiers hommes modernes du Proche-Orient. Alors, quels sont les hommes qui ont fabriqué ce paléolithique supérieur initial ? Bien, on n'a pas beaucoup de fossiles humains.
on a un gisement au Liban qui s'appelle Ksarakil, qui malheureusement est un gisement qui est un peu, enfin pas un peu, qui est perdu pour l'archéologie aujourd'hui parce qu'il a été détruit par la guerre civile au Liban. Il n'est plus accessible, et non seulement le gisement n'est plus accessible, mais surtout les découvertes qui ont été faites, une bonne partie en a été perdue. Alors on a dans des niveaux qu'on considère comme des niveaux du paléolithique supérieur initial, alors datés avec beaucoup de discussions entre les auteurs qui sont impliqués dans l'étude de ce gisement, des âges entre, disons, peut-être 45 000 et 49 000 ou 50 000, hein, on est toujours dans un peu les mêmes eaux, on a ce bout de maxillaire humain dont il est assez difficile de dire ce que c'est, mais d'après ceux qui l'ont décrit, il serait plutôt moderne dans sa morphologie. Plus récemment, on a trouvé dans une grotte qui est en Galilée, qui est près de la frontière libanaise, en Israël, ce crâne qui est complètement moderne par sa morphologie. Vous voyez en particulier ce profil en vue postérieure du crâne avec une largeur maximum très très élevée. Un crâne qui a été daté grâce aux concrétions de calcite qui le recouvrent autour de 55 000. Et donc qui correspondrait en gros peut-être à ces hommes modernes qui ont produit les tout premiers paléolithiques supérieurs initiaux dans la région. Alors le problème de Manote, c'est que, et ça c'est un problème qui va se présenter souvent, c'est un fossile qui a été découvert hors stratigraphie. Il a été trouvé dans une grotte, les gens sont rentrés, il était posé là par terre, ils l'ont ramassé. Il y a de l'archéologie dans la grotte, il y a du paléolithique supérieur initial, il y a d'autres paléolithiques supérieurs, mais on n'a pas le niveau du crâne de Manote. Alors maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe vers l'Est, rapidement. Eh bien, vers l'Est, on a aussi des industries qui ressemblent beaucoup à ce paléolithique supérieur initial. On en a trouvé jusque dans l'Altaï, et là encore avec des dates assez anciennes, 47 000, des débitages de grandes lames, un petit peu du même style de celle que je vous ai montrée à Beaucaire-Tartite. Pour la première fois aussi, des objets de parure, alors cette fois-ci qui ne sont plus en coquillage, mais qui sont fabriqués dans des matières dures animales, et notamment des dents. Et là, il va y avoir une grande transition vers une autre forme de parure chez ces hommes modernes. On a, en Sibérie occidentale, c'est beaucoup plus proche de nous que Karabom, hein, c'est vraiment le milieu de l'Eurasie, on a ce fémur découvert à Oustichim, qui est lui aussi découvert hors stratigraphie. Il a été découvert sur les berges d'une rivière par des gens qui cherchaient de l'ivoire de mammouth. Et on a la chance d'avoir son génome et surtout d'avoir une date directe de ce fémur. Il est morphologiquement moderne, il est génétiquement moderne et il a un âge de 45 000. Donc on a, vous voyez, un ensemble de données archéologiques et paléontologiques qui nous montrent qu'on a probablement quelque part entre 50 000 et 44 000 une première vague d'hommes modernes qui se répandent depuis le Proche-Orient avec cet émirien en Anatolie et puis en Europe de l'Est, en Europe centrale. Pour l'instant, on n'a pas découvert en Europe de l'Ouest quelque chose qui ressemble à ce paléolithique supérieur initial. Alors, il y a des gens qui ont des idées sur des possibilités, mais enfin, ça n'a pas vraiment été publié pour l'instant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on a ces hommes modernes porteurs du paléolithique supérieur initial dans le centre de l'Europe, eh bien, à côté, à quelques centaines de kilomètres ou quelques milliers de kilomètres, on a toujours des Néandertaliens qui fabriquent notre moustérienne tradition acheuléenne ou nos industries qui dérivent de la tradition mycokienne en Allemagne ou en Europe centrale. Et on a
une industrie de transition, donc une industrie qui présente ce mélange de caractères paléolithiques supérieurs et paléolithique moyen, qu'on appelle le zélétien, qui se trouve géographiquement dans la zone où on a le Bohunicien en Moravie. Et c'est un sujet sur lequel on va revenir dans un instant. On a souvent proposé l'idée qu'en fait, c'est l'arrivée de ces hommes modernes avec ces innovations techniques qui, dans le fond, avaient poussé des néandertaliens locaux à développer ces industries de transition. Et l'idée, c'est que la différence entre le paléolithique supérieur initial et les industries de transition, ben c'est ça, c'est que les industries de transition, elles sont fabriquées par les derniers hommes de Néandertal, localement, alors que le paléolithique supérieur initial, c'est quelque chose qui est apporté par des hommes modernes, même si dans les deux cas, on a des caractères un petit peu archaïques qui s'ajoutent au caractère paléolithique supérieur. Alors juste pour la petite histoire, je vous signale que dans ce moustérien de tradition acheuléenne, on a aussi des innovations qui apparaissent, des choses qu'on ne connaissait pas avant, en particulier des outillages en os, une utilisation des pigments qui devient beaucoup plus fréquente. Et il y a un débat autour de ça pour savoir si c'est une évolution, j'allais dire, spontanée des derniers néandertaliens ou si c'est justement la présence de ces populations modernes qui est à l'origine de ces changements. Alors, on va se déplacer de quelques milliers d'années dans le temps et on va voir une deuxième vague d'hommes modernes arrivés en Europe. Celle-là, non pas porteuse de ce paléolithique supérieur initial dont on vient de parler, mais porteuse d'un autre type d'industrie, et qui est justement ces premiers aurignaciens, qui sont, alors eux, pour le coup, considérés par tout le monde comme fabriqués par des hommes modernes. Alors en particulier, dans cette famille proto-aurignacienne, aurignacienne, il y a un assemblage qu'on appelle le proto-aurignacien, qui est une des formes les plus anciennes d'aurignacien, qui est caractérisée par la production de grandes lamelles droites qui ont été appointées et qui sont certainement des armatures d'armes de jet et qu'on trouve dans une vaste zone qui va depuis le Proche-Orient jusqu'à l'Europe occidentale. Alors on a donné des noms divers à ces assemblages dans chaque région, mais il y a quand même une grande similitude entre tous ces assemblages et plusieurs auteurs ont proposé qu'en fait, entre ce qu'on appelle l'Armarien ancien au Proche-Orient et puis le proto-aurignacien d'Europe occidentale, eh bien, on a affaire à cette vague de peuplement moderne qui a l'air de se faire surtout le long de la rive nord de la Méditerranée par des gens qui sont porteurs de ces... alors, les grandes lamelles droites à pointer, c'est pas très, j'allais dire, c'est pas très rigolo. Il faut quand même se mettre en tête que ce sont probablement des armatures d'armes de jet nouvelles, très efficaces, qui permettent probablement aux hommes d'exploiter leur environnement et le gibier d'une façon bien plus efficace. Alors du point de vue reste humain, on a quelques restes très fragmentaires dentaires dans le proto-aurignacien d'Europe occidentale, mais on a surtout Aksaraki, vous savez, ce gisement libanais. On a un crâne qui a été découvert et perdu, mais on a sa description, sa photo, son moulage, etc. Et c'est un crâne d'homme moderne, donc qui est associé à cet armarien ancien. Cet armarien ancien, les dates les plus anciennes, c'est quelque chose autour de 47 000, 46 000 au Proche-Orient. Et puis on va trouver des proto-aurignaciens ici dans le nord de l'Italie et puis dans le sud de la France autour de 42 000 pour les plus anciens. À partir de cette époque-là, on a une extension progressive de cette vague aurignacienne, donc cette seconde vague d'hommes modernes,
avec au nord des Alpes quelque chose qu'on appelle l'Aurignacien ancien, au sud des Alpes plutôt ce proto-aurignacien. On a deux gisements, un en Allemagne et un en Autriche, qui ont donné des dates autour de 43 000 pour l'Aurignacien ancien. Donc vous voyez qu'on est à peu près 5 000 ans après notre Bohunicien de Moravie. Et cette vague aurignacienne, eh bien, elle va s'étendre de plus en plus. En France, on trouve le proto-aurignacien en stratigraphie généralement sous de l'Aurignacien ancien, mais on a aussi des proto-aurignaciens assez tardifs dans le centre de la France. Et puis l'Aurignacien va continuer à se développer, on va en trouver en Angleterre, on va en trouver un petit peu partout. Du point de vue reste humain, ce qu'on a associé à l'Aurignacien, c'est de l'homme moderne. Partout, on a pu trouver des restes humains. Alors, on n'a pas de restes humains très complets dans les formes les plus anciennes d'Aurignacien ancien. Mais je vous montre encore à nouveau cette mandibule de Pesteracuaceae 1, qui est datée autour de 40 000, donc qui, au point de vue âge, tomberait à peu près, c'est encore un fossile qui a été trouvé hors stratigraphie, hein, donc il n'est pas associé à des industries lithiques, mais au point de vue âge, ça correspondrait assez bien à une forme ancienne d'Aurignacien, et encore une fois, c'est un homme moderne, mais avec 4 à 6 générations avant, un ancêtre néandertalien, un aïeul ou une aïeule néandertalienne. Et donc ça vous montre que au moment de l'arrivée de cette seconde vague d'hommes modernes, eh bien, il y a encore des néandertaliens qui sont dans la région. Et de fait, je vous remontre cette carte d'extension du proto-aurignacien et de l'Aurignacien ancien, eh bien, on a à la même époque eh bien, ces fameuses industries de transition d'Europe occidentale qui sont en train de se développer. Alors, voilà à peu près la carte de développement du châtel-péronnien, qui est une industrie qu'on trouve dans le centre de la France, qui ne passe pas le Rhône vers l'est et qu'on trouve jusque dans le nord de l'Espagne. L'Uludien, qu'on connaît essentiellement dans le sud de l'Italie, il y a un gisement dans le nord de l'Italie où on a reconnu de l'Uludien, et puis aussi en Grèce. Et puis on a ce fameux Lincombien ranicien germanovicien, qui est un assemblage qu'on trouve, lui, dans le nord-ouest de l'Europe, depuis l'Angleterre jusqu'à la Pologne. Alors au point de vue chronologique, ces assemblages sont des assemblages qui recouvrent dans le temps les formes anciennes d'Aurignacien ou de proto-aurignacien, puisque je vous rappelle que cette tache bleue et cette tache rose, en Europe de l'Ouest, commencent vers 43 000, 42 000. Hein, donc ça correspond assez bien à l'âge en fait, de ces industries de transition. Alors commençons avec le châtel-péronnien. Le châtel-péronnien, c'est probablement l'industrie dite de transition qui a été la plus discutée et qui est toujours la plus discutée pour des tas de raisons. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, elle est définie par un certain nombre de caractères technotypologiques, mais tout le monde connaît plus ou moins ce fameux couteau ou cette pointe de châtel-perron, qui est une lame avec un dos abattu, courbe. C'est une industrie qui, du point de vue industrialitique, c'est un assemblage qui a une allure très paléolithique supérieure. Hein. Mais il faut dire aussi qu'au point de vue chronologique, on s'avance dans le temps. Hein. On est donc contemporain des Aurignaciens qui sont ici en Allemagne ou des proto-Aurignaciens qui sont dans le Midi méditerranéen. Alors, il y a 2 gisements châtel-pérroniens où on a trouvé des restes humains, et ces restes humains sont néandertaliens. C'est le gisement de Saint-Césaire sur la façade atlantique et le gisement d'Arcy-sur-Cure dans l'Yonne. Ici, on a un squelette complet, enfin assez complet, avec un crâne, une mandibule. À Arcy-sur-Cure, des restes plus fragmentaires, beaucoup de restes dentaires isolés, mais des restes qui, du point de vue morphologique, du point de vue génétique et du point de vue
paléoprotéiniques sont des restes néandertaliens. Et pourquoi eh bien, ça a suscité tellement de débats et de polémiques? Eh bien, parce que dans 2 gisements châtelperroniens, on a trouvé ces objets de parure, hein, ces espèces de pendentifs faits avec des dents percées, avec des fossiles, enfin, avec des pièces d'ivoire qui ont été travaillées. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument unique dans le monde néandertalien. Dans le monde néandertalien, pour l'instant, à part ce châtelperronien, on ne connaît aucun pendentif fait de dents percées de ce genre-là, alors que dans l'Aurignacien, dans le Poiétique supérieur fabriqué par les hommes modernes, on en a des quantités qu'on trouve dans de nombreux gisements. Pour couronner le tout, on a à Arcy-sur-Cure une industrie osseuse assez... Alors, ce n'est pas de l'Aurignacien, mais enfin, on a des poinçons, des espèces d'haleines qui sont faits en os, et on a, dans l'assemblage lithique, des lamelles. Vous savez, si vous vous souvenez, cette histoire de grandes lamelles droites, pointues, qui servent à armer des projectiles pour les lancer à grande distance, eh bien, on les trouve aussi dans le châtelperronien. Et donc, évidemment, cet assemblage de néandertaliens avec ces objets de parure et puis ces technologies complètement nouvelles ont suscité énormément de débats et de désaccords. D'abord, il y a beaucoup de gens qui ont dit « c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose qui tourne pas rond avec ces gisements, il doit y avoir des mélanges de couches qui expliquent la cohabitation, si je peux dire, l'occurrence à la fois de néandertaliens et de ces objets qui ressemblent beaucoup à des objets fabriqués par des hommes modernes. » Alors récemment, nous avons refait une datation très très détaillée des niveaux d'Arcy-sur-Cure et de notre point de vue, il n'y a absolument aucun moyen d'expliquer la répartition de ces datations si on a vraiment des mélanges de couches, parce qu'on a plus de 40 datations et qui, ma foi, respectent bien la stratigraphie du gisement. Et on est plusieurs à penser qu'il y a absolument, même s'il y a à l'intérieur des couches châtelperroniennes des mouvements d'objets, des mélanges entre couches châtelperroniennes, en tout cas, c'est très difficile d'imaginer qu'on a un mouvement de restes néandertaliens des couches moustériennes sous-jacentes vers le châtelperronien ou une descente d'objets de parure aurignacienne dans le châtelperronien. De plus, on a récemment, cette année, il y a quelques semaines, daté des restes humains qui viennent d'un niveau châtelperronien, et ces restes humains ont donné un âge qui est un âge châtelperronien. Et cet âge, soit dit en passant, correspond aussi à l'âge du squelette néandertalien de Saint-Césaire. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de discussion maintenant sur l'association des néandertaliens avec le châtelperronien. Alors, sur l'explication de cet assemblage, une fois qu'on a admis qu'on a des néandertaliens qui ont utilisé et fabriqué tous ces objets, eh bien, en gros, il y a 2 types d'explications. Il y a des gens qui pensent que les néandertaliens ont suivi un processus évolutif exactement comparable à celui des hommes modernes et que, au moment où les hommes modernes arrivaient en Europe, eh bien, juste à ce moment-là, quelques siècles avant, eh bien, hop, ils se sont mis à fabriquer exactement la même chose que les aurignaciens. Bon. Pour d'autres, ça paraît être une coïncidence absolument extraordinaire après 400 ou 500 000 ans d'évolution séparée, et d'autres chercheurs, dont je fais partie, pensent que plutôt qu'une invention séparée, c'est un cas de ce qu'un anthropologue américain très célèbre, qui s'appelait Kroeber, a appelé stimulus diffusion, c'est-à-dire le fait que, non pas l'imitation directe, mais le contact avec une technologie ou avec un concept fait qu'un groupe, si cette innovation est intéressante pour lui, va adopter ce nouveau concept et le mettre en œuvre avec ses propres méthodes. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, les derniers néandertaliens, à travers des contacts distants ou pas si distants que ça, parce qu'on
on ne sait toujours pas si, par exemple, au sein des populations châtel-péroniennes, il n'y a pas des hybrides de néandertaliens et d'hommes modernes. L'avenir nous le dira, mais c'est tout à fait envisageable. Eh bien, à travers des contacts lointains ou proches, eh bien, il y a un effet de diffusion, voire d'acculturation entre ces deux groupes. Alors, regardons rapidement les autres industries de transition. Alors, le lincombien, ranicien, germanovicien, eh bien, c'est toujours le même genre d'association. On a des objets bifaciaux qui ressemblent beaucoup à, dans le fond, ce qui était fabriqué par les derniers néandertaliens localement, des pointes unifaciales, et puis à côté de ça, des objets de type paléolithique supérieur, des burins, des grattoirs, des burins qui servent à travailler l'os. Et du point de vue biologique, alors là, on n'est pas, malheureusement, dans une situation comme le châtel-péronien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de site où on a de façon certaine une association avec des restes néandertaliens, mais néanmoins, il y a un site belge, qui est le site de Spie, dans la vallée de la Meuse. Ce site a été très célèbre parce que c'est un des premiers sites dans lesquels on a trouvé des néandertaliens au siècle dernier. Malheureusement, à une époque où les méthodes de l'archéologie étaient encore assez brutales. Et donc, on a deux individus, des squelettes assez complets, qui viennent de ce gisement de Spie. Dans ce gisement de Spie, on a du paléolithique moyen, mais on a aussi du lincombien. Et alors évidemment, aujourd'hui, il est impossible d'attribuer ces restes néandertaliens à un niveau ou à un autre, mais ce qu'on peut faire, c'est dater directement ces restes humains, c'est ce qui a été fait. Et les dates obtenues pour ces restes humains de Spie sont des dates qui correspondent plutôt au lincombien qu'au moustérien local, mais c'est quelque chose qui reste à démontrer. Ensuite, pour finir, l'uludien, vous allez voir, le monde des industries de transition, c'est un monde de passion et de combat. Donc l'uludien, même histoire, l'uludien, on a longtemps pensé que dans le fond, l'uludien, c'était une espèce d'équivalent italien du châtel-péronien français. Pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, on a des industries lithiques, alors qui, elles, s'enracinent assez clairement dans le moustérien local. Soit étant passant, le châtel-péronien aussi, on a tendance à le rattacher au moustérien de tradition acheuléenne. Alors là, on rattache l'uludien plutôt à une tradition moustérienne locale, mais on a des objets en os, des objets de parure faits en coquillage, en particulier en dentelle, et au point de vue âge, on est toujours dans cette fenêtre de temps, quelque part entre 45 000, 44 000 et 40 000. Jusqu'à ce que, assez récemment, en 2011, eh bien, on réétudie deux dents déciduales qui avaient été découvertes dans un gisement uludien qui s'appelle Grotta del Cavallo. Et cette étude indique que ces deux dents sont des dents d'hommes modernes. Alors, évidemment, si je peux dire, ça casse un peu l'idée qu'on a encore affaire à une acculturation des derniers néandertaliens. Mais pour être complet, je dois quand même ajouter que si personne ne conteste la morphologie moderne de ces dents déciduales qui viennent de la Grotta del Cavallo, par contre, ce que certains contestent de façon assez véhémente, c'est le fait que ces dents soient en place dans les niveaux uludiens. Parce qu'en gros, le problème, c'est que la fouille est ancienne, que ces dents sont des dents déciduales, c'est des dents qui sont toutes petites, et que la possibilité qu'un objet de cette taille-là passe d'un niveau dans un autre, c'est une possibilité non négligeable. Donc c'est une question qui reste ouverte. Alors pour finir, je voudrais vous dire deux mots du rôle de l'environnement dans ce
remplacement des Néandertaliens par les hommes modernes. Et puis, pour finir, je vous dirai une phrase ou deux à propos de ce qui se passe en Asie. Alors, de mon point de vue, hein, la disparition des Néandertaliens est clairement liée à l'arrivée des hommes modernes. Et d'ailleurs, le problème, c'est que ce n'est pas seulement les Néandertaliens qui ont disparu, c'est toutes les autres formes humaines qui existaient partout ailleurs quand les hommes modernes se sont répandus sur la planète. Cela étant dit, on a souvent cherché des explications naturelles à l'extinction des Néandertaliens. Et il y a toute une littérature sur les causes possibles. Il y a quelques années de ça, il y avait eu un numéro spécial de la recherche sur les causes d'extinction des Néandertaliens qui listait une dizaine de causes possibles. Et la conclusion de l'article, c'était qu'on ne savait pas très bien à cause de quoi les Néandertaliens avaient disparu, mais une chose était certaine, c'est que ce n'était pas à cause des hommes modernes. Je pense qu'on aimerait bien s'exonérer de cette responsabilité d'une certaine façon. Alors, cause climatique, on a, pendant ce stade isotopie 4 et même avant, on a des périodes de crise climatique très très brutales, alors qui ne sont pas liées à ces grands changements dont on parle déjà depuis pas mal de semaines, qui sont liés à des causes astronomiques, du moins pas directement. Ce sont notamment ce qu'on appelle les événements de Heinrich. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'événements de Heinrich? Eh bien, c'est une altération de la circulation océanique. Vous savez qu'il y a un grand circuit de courants marins dans tous les océans du globe, avec de l'eau chaude et de l'eau froide passant plutôt au-dessous et l'eau chaude au-dessus, chaude ou tempérée. Et il est arrivé régulièrement pendant le Pléistocène supérieur que dans l'Atlantique Nord, ce circuit qui implique le Gulf Stream soit brutalement interrompu, connaisse une espèce de crise qui provoque l'arrivée d'icebergs, en gros, en face de l'Europe occidentale, avec des crises climatiques qui sont extrêmement brutales, qui sont des crises climatiques qui devaient être perceptibles à l'échelle de 2 ou 3 générations humaines. C'est-à-dire que les gens ont vraiment vu le climat changer à une vitesse dramatique, avec des abaissements de la température des eaux de surface dans l'Atlantique de 15 degrés en quelque chose comme 70 ans, donc ça devait être quelque chose d'assez spectaculaire. Alors on a essayé de mettre en relation, en particulier l'événement de Heinrich numéro 4, vous voyez, qui est autour de un peu après 40 000 ans, et puis l'extinction des Néandertaliens. En gros, l'idée, c'était que les hommes modernes ont pu se développer en Europe parce que le continent était vide et qu'il y avait de la place, et donc ils ont remplacé les Néandertaliens. Alors on a un scénario un petit peu du même genre qui a été proposé avec une éruption volcanique catastrophique, qui est l'éruption des champs Phlégréens, qui a eu lieu autour de 39 000 avant le présent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette éruption? C'est une éruption qui s'est produite dans la région de Naples, hein, on n'est pas très loin du Vésuve, et on a un volcan qui a littéralement explosé et qui a envoyé ses cendres dans tout le bassin méditerranéen orientale, mais on trouve des couches de cendres jusque dans un gisement du sud de la Russie qui s'appelle Kostenki. Donc c'est une éruption volcanique absolument catastrophique. Alors là encore, on a dit, ben voilà, cette éruption volcanique a provoqué une altération du climat, une telle rupture que, en gros, les Néandertaliens ont été extrêmement amoindris, sinon disparus, et puis ça a permis la colonisation de l'Europe par les hommes modernes. Le problème, c'est qu'en Europe occidentale, cette éruption ne semble pas avoir eu un effet très, très important. Mais surtout, quand on regarde la distribution des industries dont je vous ai parlé, vous vous souvenez, les Myriens, ces paléolithiques supérieurs initiaux, et puis surtout ces formes anciennes d'Aurignaciens, le proto-Aurignacien, ou les formes d'Aurignaciens anciens les plus anciennes en Europe centrale, eh bien, vous voyez qu'en Italie, par exemple, le proto-Aurignacien est plus ancien
que cette ligne rouge-là, qui correspond aux cendres de cette méga-éruption, et d'ailleurs aussi plus ancienne que cette bande sombre qui correspond à l'événement de Heinrich IV. Donc en gros, les hommes modernes étaient déjà en Italie avant que tout ça se produise. Et donc c'est un peu difficile d'expliquer leur arrivée par ces catastrophes naturelles. Alors par contre, ce qui est possible, c'est que ces fluctuations climatiques, non pas les fluctuations froides, mais plutôt les fluctuations tempérées, ont favorisé l'arrivée des hommes modernes en Europe centrale, avec peut-être cette phase tempérée qu'on appelle GIS 12 ici, là, qui aurait facilité l'arrivée du paléolithique supérieur initial, du moins c'est ce qui a été proposé par certains auteurs. Donc on aurait eu une première vague d'hommes modernes qui correspond au paléolithique supérieur initial pendant ce GIS 12. C'est une tentative avortée, c'est une tentative qui n'a pas abouti au peuplement moderne de l'Europe dans son ensemble. Cela a été interrompu par un épisode froid, et puis ensuite on a, avec le proto-aurignacien et l'aurignacien, si je peux dire, le vrai peuplement moderne de l'Europe, qui lui va aller dans tous les coins de notre continent. Alors juste un petit mot à propos de l'autre bout de l'Eurasie. Denisova, vous vous souvenez qu'on a un groupe frère des Néandertaliens qui est en Asie. On le connaît très très mal sur le plan anatomique, encore que probablement de nombreux fossiles asiatiques, chinois en particulier, qui sont au-delà, disons, de 50 000 ou de 100 000, sont probablement des représentants des Denisoviens. Eh bien, la seule chose que je voudrais simplement souligner, c'est qu'on a en Asie un remplacement de ces Denisoviens par des hommes modernes, de la même façon qu'on a eu un remplacement des Néandertaliens par des hommes modernes en Europe et au Proche-Orient. Ce que l'on sait de la distribution actuelle des populations qui présentent un taux de gènes, enfin d'ADN dénisovien plus élevé que les autres, eh bien, c'est que ces populations-là, elles sont présentes en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et un tout petit peu dans le sud de l'Asie. Et donc, vous voyez qu'on est très très loin de Denisova dans l'Altaï. Et donc, ce que nous dit ce schéma, eh bien, il nous dit que d'abord, le peuplement dénisovien, c'est quelque chose qui était beaucoup plus étendu que l'Altaï. C'est probablement un peuplement qui a concerné une grande partie de l'Asie, mais surtout que, eh bien, il nous reste tout à apprendre sur le remplacement de ces Denisoviens par ces hommes modernes. Et j'espère que dans quelques années, je pourrai vous faire un cours où je vous expliquerai à peu près les mêmes choses que ce que je vous ai expliqué à propos de l'Europe, avec toutes ces industries qui s'entremêlent, ces hommes modernes qui interagissent avec les Néandertaliens. Eh bien, pendant ces années à venir, vous pouvez rêver à tout ce qui s'est produit avec les Denisoviens. Et en attendant, donc, je vous laisse avec cet hybride de grizzly et d'ours polaire.